Journée internationale des personnes handicapées, 26e édition. Le SSPH OCPSP crée à nouveau l'événement en vue d'un regard digne à l'endroit des personnes handicapées. Placé sous le thème « Leadership et participation des personnes handicapées vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable », la GIF 2021 veut attirer l'attention de chacun de nous sur les droits de la personne handicapée. Ainsi, le 14 décembre prochain à 10h, des représentants des personnes handicapées et des acteurs sociaux publics comme privés échangeront sur le sous-thème « Les droits des personnes handicapées, quelle réalité au Bénin ». Les concernés prendront la parole pour s'exprimer sur leurs droits jusque-là demeurés théoriques. Ils feront à nouveau un plaidoyer à l'endroit du gouvernement en vue de la prise des décrets d'application de la loi 2017-06, pourtant promulguée depuis bientôt 4 ans par le président Talon. Donne-nous les décrets comme cadeau de Noël. Devenez acteurs et vivez l'événement sur le lien indiqué sur nos affiches. Ensemble pour un monde sans exclus. Mesdames et messieurs, bonjour, chers invités, chers internautes. Merci de prendre le rendez-vous de cette rencontre web binaire et présentielle qui marque la célébration de la journée des personnes handicapées, une journée qui est commémorée tous les 3 décembre de chaque année. Pour rester collé à cette actualité, le service des Sœurs pour la promotion humaine et ses partenaires, en l'occurrence la Fondation Liliane, connue pour leur engagement à côté des personnes handicapées, a initié cette rencontre sur deux panels. En premier lieu, nous aurons un panel qui abordera le thème sur l'inclusion des personnes handicapées et l'employabilité. Avec mes invités qui sont déjà en plateau, je vous prie de vous faire un banc pour mes invités qui sont déjà en plateau pour les accueillir pour ce moment d'échange. Comme je l'avais dit à l'entame, notre premier débat va se focaliser sur l'inclusion des personnes handicapées. Pour mieux comprendre cette thématique de l'inclusion, nous avons comme invité, oui, Monsieur Paul, vous êtes avec nous. Présentez-vous à nos chers internautes qui sont en ligne. Je suis Paul Honoré Yamou, président honoré de l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Oui, allez-y, Monsieur Paul. Président honoré de l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin, doctorant à l'école pluridisciplinaire espace culturel et développement de l'Université d'Abomey-Calavi. Merci, je rappelle que vous êtes une personne handicapée visuelle. Après vous, j'ai mon cher ami Chali, allez-y. Charlie, oui. Handicapé, motrice cérébrale, Oui. ancien élève de l'école Edibicus, diplômé de master en fiscalité et droit des affaires. Merci à vous, cher ami Chali. Après vous, nous avons Monsieur Domingo. Bonjour, Oui. on m'appelle Nassiro Domingo. Je suis sociologue de formation. Je suis le président de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin. Je suis moi-même personne handicapée moteur. Merci. Merci à vous, Monsieur Domingo. Et ce débat sera animé par une grande dame, Madame Rosine Aolonsou, oui. épouse Sobossi. Je suis au service des enfants handicapés, directrice de l'école Les Hibiscus et présidente de l'ONG La Colombe Hibiscus. D'accord. Merci à vous, chers invités, pour avoir accepté notre invitation pour cette émission débat sur la pratique du handicap qui marque cette journée des personnes handicapées, une journée qui est célébrée chaque 3 décembre de chaque année. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons faire un petit résumé de cette rencontre. À l'entame, avec l'Anjada, nous aurons droit à une présentation de l'inclusion avec une vidéo qui marque comment on célèbre l'inclusion avec une école de Sebeya. Après ça, pourquoi l'inclusion? Pourquoi le bienfait de cette thématique? Et aussi, contribution de l'école des sourds pour l'inclusion. Et après ce débat, nous aurons droit au second débat qui porte sur le thème l'employabilité des personnes handicapées. Et aussi, il y a une vidéo qui montre comment les personnes handicapées, malgré leurs déficiences, sont quand même engagées pour cette cause. Madame, avant, nous allons quand même présenter cette maison qui nous a réunis ce matin. C'est le service de Sœurs pour la promotion humaine avec mes chers techniciens qui sont avec nous pour quand même faire une idée sur le SSPH. On y va avec vous. Le service des Sœurs pour la promotion humaine, des Oblates catéchistes Petites Servantes des pauvres, est une organisation humanitaire créée en 2006. Il intervient sur l'ensemble du territoire national dans plusieurs secteurs. À travers ces 6 domaines d'intervention,
dont l'inclusion des personnes handicapées occupe une place de choix, nous contribuons à la réalisation de 10 objectifs de développement durable sur les 17 prévus par les Nations Unies. Dans le cadre de notre programme d'appui à l'inclusion des personnes handicapées, nous travaillons avec une quinzaine d'organisations. C'est l'effort de tous ces partenaires locaux qui nous permet de toucher directement 750 enfants et jeunes handicapés. Merci. Ainsi, présenter le service des Sœurs pour la promotion humaine avec ce grand partenaire, la Fondation Liliane, qui s'engage chaque jour que Dieu fait pour la cause des personnes handicapées. Chers internautes, chers invités, nous sommes en retour en plateau pour le premier panel qui sera dirigé par Madame Alonso. Madame Alonso, vous avez ainsi vu un peu cette maison, le SSPH, pour ce qu'elle fait pour les personnes handicapées. Vous avez un mot d'abord avant que le débat ne commence? Je dirais merci aux sœurs. C'est leur devoir, certes, mais elles le font si bien que nous ne pouvons que les accompagner. Merci encore, mes chères sœurs. Merci beaucoup, madame. À présent, le thème du jour, le thème qui vous concerne, c'est l'inclusion des personnes handicapées. Vous êtes une dame de fer, une dame bien ancrée dans cette thématique pour quand même diriger ce premier panel. Allez-y, madame. OK, donc on parle d'inclusion. Oui. Inclusion, dans tous les domaines, nous entendons inclusion. En fait, qu'est-ce que c'est que l'inclusion? L'inclusion, ce sont des valeurs et ce sont aussi des normes. Mais valeurs et normes pour tout un chacun de nous. Quelle que soit la particularité, la différence que nous avons, nous devions être inclus dans la société à laquelle nous appartenons. Quand on parle d'inclusion aussi, c'est une façon de s'engager à voir la société autrement, c'est-à-dire nous devions tous être pleinement humains. L'inclusion aussi est un processus qui doit amener à une nouvelle façon de penser la société, de vivre ensemble. Les enjeux de l'inclusion sont nombreux. Inclusion dans l'éducation, inclusion dans l'emploi, inclusion dans la vie familiale, la vie en société, en cité et dans le monde. L'inclusion est donc un effort démocratique pour que tout citoyen en situation de handicap ou non puisse participer pleinement à la société selon un principe d'égalité et de droit. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est de savoir si actuellement, après toutes les sensibilisations qui sont faites, année après année, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Bénin? Je pourrais demander à M. Nassirou Domingo de bien vouloir essayer de répondre à cette question-là. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi faut-il se battre pour que l'inclusion soit une vraie réalité dans notre pays? Merci. Madame Alonso. Oui. Je pense que au Bénin, nous sommes sur le chemin de l'inclusion. Nous sommes au début. Et j'espère que nous allons devoir y parvenir avec l'aide de tout un chacun de vous et de tout un chacun de nous. Pourquoi l'inclusion? L'inclusion, c'est forcé. L'inclusion est forcée dans la mesure où si nous devons suivre les objectifs de développement durable, comme slogan, ne laissez personne de côté, ne laissez personne derrière. Et nous faisons partie intégrante de cette société, on ne doit pas, en aucun cas, nous laisser derrière. Si nous voyons du côté humanitaire ou du côté humain, nous sommes des êtres à part entière comme tout le monde. Oui. Nous sommes nés des parents non handicapés
À partir de cet instant, je ne vois pas pourquoi la société se permet de nous exclure de l'éducation, de la santé, de la formation et surtout de l'emploi. Car il est dit, c'est l'emploi qui fait l'homme. Et l'emploi des personnes handicapées permet aussi de nous construire, de faire comme les autres. Et si on n'est pas inclus, c'est qu'il y a une frange de la société qui est laissée de côté. Alors, Monsieur Nassirou, si je vous comprends bien, tout homme dans une société doit atteindre un développement humain, quelle que soit sa différence. Nous devons tous nous battre, avez-vous dit, pour atteindre cette inclusion-là. Qu'est-ce que M. Paul pourrait ajouter à cela pour bien parfaire cette bataille sur l'inclusion? Merci. Je dirais que sur ce volet de pourquoi l'inclusion, il faut dire que l'inclusion, c'est ce processus qui met plutôt la personne en situation de handicap Recording in progress. au même enseigne que les personnes dites valides. Donc on doit quitter forcément l'étape de prise en charge pour l'étape de prise en compte. C'est important. Et dans ce processus, il faut voir la personne handicapée en pleine estime de soi, qui est capable de réaliser une intégration dans le groupe, dans la société à laquelle il appartient, sans pour autant attendre que le geste lui vienne d'ailleurs. Ok. Maintenant, nous ne pouvons pas dire entièrement que nous venons de commencer. Monsieur Domingo, nous avons le devoir de dire quand même merci à notre président, aux autorités de nos pays, au gouvernement, aux élus locaux, parce que nous avions quand même une loi qui a été votée. C'est la raison pour laquelle vous devriez dire un mot pour justifier comment nous allons poursuivre notre combat. Je crois que tout est dans la main du chef de l'État. On dit enfant, Yeroudan, innocent, Tanawe. Quand tu le serpent, on lui coupe la tête. Le président a tué le serpent, mais il faut qu'il coupe la tête du serpent. Cela voudra dire quoi? Qu'il puisse prendre les décrets d'application de cette loi pour que nous puissions vraiment jouir de cette loi. Je pense que le ministre des Affaires sociales et ses cadres sont à pied d'œuvre pour que cette décret d'application de la loi soit pris. Et quand nous investiguons pour savoir depuis 4 ans pourquoi cette loi n'est pas mise en œuvre, il nous a été dit que le chef de l'État veut convoquer un séminaire gouvernemental par rapport à ça avant de signer ces décrets. D'accord, nous souhaitons que cette réunion puisse se faire, que nous puissions tous assister à ce débat-là pour que réellement le président puisse nous offrir, comme disaient les enfants tout à l'heure, les décrets comme notre plus beau cadeau de Noël. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Maintenant, Monsieur Paul, avec qui peut-on faire cette inclusion? Cette inclusion, comme vous pouvez le constater comme moi, est pluridimensionnelle et multisectorielle. Répondre avec qui revient à dire qu'il faut d'abord la personne handicapée elle-même, d'accord, son autodétermination, à vouloir montrer ses capacités dans la société qui détermine sa personne. Et sur ce, on va indexer les signes de soi qu'il se doit de développer. Et également,
se mettent en branle pour briser toutes les barrières que la société lui tend. En dehors de ça, cette société béninoise, vous la connaissez, elle est d'une valeur socio-culturelle où sont érigés en mœurs, us et coutumes des stéréotypes du handicap et des considérations obscènes du handicap qu'il faut absolument lever. Donc, les acteurs OPH, c'est-à-dire les organisations de personnes handicapées, sont alors aussi inclus, fortement sollicités pour lever ces différentes barrières ensemble avec les personnes handicapées. Mais, pour le faire également, il faut aussi aller à un autre palier, que les ONG et OSC qui contribuent nuit et jour pour la promotion des valeurs humaines au Bénin, comme la SSPH par exemple, et la Fondation Liliade, s'investir alors pour relever les différents pans de l'inclusion s'avère important. Nous avons également tous les pouvoirs, à savoir législatifs. On a eu la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. On a eu également la légifération de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Nous aurons également pour l'inclusion nécessaire que cette législature ou bien que le Parlement béninois puisse adopter, voter et adopter le traité, je dirais ratifier un traité, ratifier le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès aux aveugles, aux déficients visuels et à toute autre personne ayant des difficultés de lecture, des documents imprimés, des œuvres publiées. D'accord. Vous êtes personne handicapée visuelle, donc vous plaidez pour votre église. Il faut absolument que ce décret soit pris pour que les personnes handicapées visuelles puissent s'en sortir dans la lecture de tous les documents. Merci. En dehors des personnes handicapées visuelles, ça concerne aussi les personnes handicapées auditives. OK. Là, vous nous aviez énuméré certains acteurs qui pourraient faciliter l'inclusion des personnes handicapées. Absolument. Nous avons des exemples sur notre plateau. Nassirou, qui est le plus ancien, il a fait de très grandes études. Absolument. Mais le plus jeune, qui est Charlie à côté, sait aussi essayer. Il y a quand même un acteur que vous n'avez pas énuméré et sur lequel je crois, ces deux-là vont s'apesantir. Nous allons patiemment écouter peut-être Charlie. Qu'est-ce qu'il a aidé, lui, à arriver jusqu'à un master de fiscalité? Voilà. C'est grâce à mon père et ma mère que j'ai pu aller à l'école, que j'ai pu poursuivre jusqu'à tes études. Oui. J'ai fini par avoir une licence en audit et contrôle de gestion. Oui. Et un master en fiscalité droit des affaires. D'accord. Donc, l'acteur que vous avez oublié, le voilà ressorti. Les parents. Oui, les parents. Parce que Monsieur Domingo, avec qui j'ai fait quand même un bon bout de chemin, n'a jamais cessé de nous rappeler au cours des réunions que si sa maman ne l'avait pas porté au dos, si son directeur d'école ne l'avait pas accepté à l'école, il ne serait jamais celui qu'il est. Donc, nous sommes tous convaincus ici que l'acteur premier, vous avez dit, c'est la personne handicapée et il y a les parents. Or, nous savons, je vous laisse, M. Domingo, nous dire un peu ce que nous vivons avec certains parents et qui peuvent bloquer cette inclusion.
Le combat est dur, merci. donc il faut que tout le monde madame. y participe. Merci, madame. C'est vrai que nos parents sont les premiers acteurs de l'inclusion. Quand ils décident, nous pouvons aller loin. Mais il est remarqué que les coutumes, les us ou les mœurs font que certains parents ont honte de leurs enfants handicapés. Ils ont honte à partir du regard des autres, de ce que les autres vont dire. Et ça fait qu'il y a un certain blocage. C'est aussi vrai qu'on ne peut pas tout imputer aux parents. Non. Il faut que nous regardions du côté de l'État, surtout du gouvernement. D'accord. Donc, on verra tout à l'heure le débat sur côté État, côté gouvernement. Et ensemble, nous allons approfondir le sujet. Nous allons à présent sur cette vidéo. Nous sommes ici dans la classe maternelle inclusive du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya. Nous avons 34 apprenants, dont 5 enfants à besoins spécifiques et le reste, les 29 autres sont des enfants dits normaux. Ensemble, ils travaillent, ils collaborent depuis des années, notre 4e promotion inclusive. Ces enfants collaborent, travaillent en synergie pour une entraide et une inclusion réussie. Qui veut aider donner? Donner reste à côté de toi. C'est un exemple de société africaine qui connaît ses enfants en situation de handicap à côté de ses enfants valides qui mettent dans la main, se donnent du plaisir, du goût. Bon appétit. Le repas de Mario est doux, hein? C'est doux, hein? J'ai la joie de vivre au milieu de ces enfants. Ils me passionnent quand il y a entraide, quand il y a solidarité, l'un entraîne l'autre. Même le non-voyant que nous pensons avoir besoin d'entraide aide aussi les autres dans certaines circonstances. Tous, dans ce pays, nous comprendrons que le handicap n'est pas contagieux, et que le vivre ensemble entre personnes en situation de handicap et personnes valides est possible et que la solidarité doit être de mise pour que rayonne notre société. Merci beaucoup à vous pour cet élément témoin qui montre un peu l'éducation inclusive, ce qu'il faut faire à la base pour une inclusion digne du nom. Madame, pourquoi l'inclusion et pourquoi le bien fondé de cette inclusion, selon vous? Pourquoi l'inclusion? Ici, nous sommes en éducation inclusive. C'est ça. Cette école, je la fréquente souvent. Et je fréquente souvent les écoles où on accepte des enfants handicapés. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que l'on trouve la vraie éducation. C'est ça. Elle a dit tout à l'heure, même l'enfant handicapé collabore au bien-être de son camarade. Et dans ces milieux-là, où vous voyez des enfants interagir, on se pose, nous, adultes, des questions. On se pose des questions parce qu'ils nous remettent en cause. Et Paul disait, dans le documentaire, tout à l'heure, je l'ai entendu en même temps que vous. C'est ça. Il disait qu'il faudrait que les parents sachent que le handicap n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux. Bien au contraire, nous pensons que ces enfants-là nous apprennent beaucoup de choses. Je vais laisser Paul, que vous avez là, devant nous dire un petit mot sur cette éducation inclusive et pourquoi l'éducation inclusive est-elle très importante. Merci. Merci beaucoup.
Et merci beaucoup, madame. Je suis complètement ému. Ému de savoir que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est Victor Hugo qui l'a dit, et ça se vérifie davantage quand on est en face d'un enfant en situation de handicap. Vous savez, quand un enfant en situation de handicap est dans une classe inclusive, elle force l'émulation de ses compères. Imaginez qu'à la suite d'une évaluation, on retrouve que l'enfant en situation de handicap est premier de sa classe. Vous voyez ce que ça peut faire dans la tête du parent et de cet enfant et des parents des enfants qui partagent la même classe que lui. Et régulièrement, nous avons des cas d'enfants, des cas d'écoliers, des cas d'apprenants et d'étudiants qui sont majors de leur classe, majors de leur promotion. Donc, enfants handicapés dans une classe inclusive permet plus d'émulation, plus de promotion de l'excellence, plus d'émulation, d'émancipation et d'éveil. Charlie, tu as connu l'éducation inclusive. Tu as été un enfant handicapé au milieu des autres enfants handicapés. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti exclu, rejeté? Dis-nous ce qui t'a permis dans cet ensemble-là de progresser. Voilà, simplement. Bon, moi, dès que je suis arrivé à l'école primaire privée Les Hibiscus, la directrice m'a accueilli avec amour et fierté. Les camarades aussi m'ont accueilli depuis le cours primaire au cours secondaire jusqu'à l'université. Eh oui, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Les valeurs pour tout le monde, sans exception. Je sais que Nassirou encadre aussi beaucoup d'enfants, surtout des enfants handicapés auditifs. Il les encadre à Covey. Il peut aussi nous donner des exemples. Au fait, l'école inclusive pour moi, c'est le lieu d'apprendre le vivre ensemble aux générations futures. Parce que à l'école, surtout les enfants ne font pas une différence ni une exclusion à partir du handicap. Ce que nous voyons souvent, c'est les parents qui essaient d'écarter les enfants handicapés de leurs enfants parce que pensant qu'eux autres, ils ne seraient jamais une personne handicapée. Mais seul Dieu a réponse à tout. Qui sera personne handicapée? Personne ne le sait. Qui sera handicapé avant de quitter cette terre? Personne ne le sait. Merci beaucoup, Nassirou. Vraiment, c'est de gaieté de cœur que nous pouvions parler de l'éducation inclusive. C'est vraiment de gaieté de cœur. Ceux qui ont connu l'expérience, ceux qui ont vécu cela, ne pourront jamais se dire qu'ils sont restés les mêmes du commencement à la fin. Il y a toujours eu un sentiment et nous sommes toujours très fiers de démontrer par l'éducation inclusive que chaque enfant est unique. Chaque enfant est unique, comme il disait. Chacun vole comme il peut. C'est ça. Certains volent très haut, d'autres pas du tout haut. Pourquoi les comparer? Acceptons-les de tout cœur et faisons tout, combattons
pour leur développement humain. Absolument. La société a besoin de tout le monde. Si on ne peut être broussaille dans la vallée, on peut être au pain au sommet du coteau. C'est ça. Ce n'est pas par la taille qu'on arrive. Hein. Pas du tout. Merci à vous, Paul. Merci à vous, madame, pour cette explication sur l'éducation inclusive. Nous allons à présent faire un tour à la régie pour quand même suivre ce plaidoyer, ce message du service de la promotion humaine qui quand même œuvre depuis des lustres pour une éducation inclusive. Nous allons à présent suivre cette vidéo témoin. Penser aux enfants handicapés pour que tout le système puisse permettre aux enfants handicapés et aux enfants dits non handicapés puissent rester ensemble dans les mêmes conditions d'éducation, de formation. Faire en sorte que les enfants ne soient pas déracinés, mais bénéficient de l'éducation dans leur contexte de vie. Cela permettrait à ces enfants d'intégrer la communauté, de travailler au développement de leur communauté. Madame, vous avez vu quand même cette présentation de cet élément, cette vidéo sur ce que les sœurs font pour quand même une éducation pour tous. Bon, c'est très important, je le disais tout à l'heure, c'est très important de ne plus minimiser nos enfants qui vont à l'école. C'est très important que les parents qui ont des enfants handicapés ne les cachent plus, qu'ils n'aient pas honte de leurs enfants et qu'ils les amènent à l'école. C'est très important. Donc, merci encore à mes chères sœurs pour tout le travail qu'elles abattent. Elles sont comme des fourmis qui travaillent sans se fatiguer. Et partout, depuis les petits jusqu'aux plus vieux. Mes chères sœurs, nous vous disons encore sur ce plateau ce matin, bravo. Merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup, madame. Madame, selon vous, dites-nous comment et avec qui réussit l'éducation inclusive? Quand on parle de l'inclusion, comment et avec qui il faut réussir cette inclusion? Bon, je crois qu'on l'a dit en général en plateau, oui. Je vais juste faire un petit aperçu où je vais peut-être laisser M. Nassirou, président de la fédération, nous dire avec qui il faut faire l'inclusion. Et aussi les démarches aussi amenées. Tel que je vois la situation actuellement, je crois que les organisations de la société civile, les parents ont commencé déjà par jouer leur partition. La plus grande partition, selon moi, qui reste maintenant, c'est l'État, c'est le gouvernement. Car quand il y a la volonté politique, tout partira. Et la difficulté que nous avons, c'est au niveau du gouvernement qui fait que nous ne sommes pas en mesure de dire que nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Merci Nassirou. Il dit que nous ne sommes pas en mesure de voir le bout du tunnel. Je partage son opinion. C'est ça. Mais je me dis qu'il ne faut pas que ce soit un obstacle pour parents, pour les organisations de personnes handicapées, pour tous ceux qui veulent porter assistance aux personnes handicapées et les valoriser. C'est vrai, nous avons besoin, Monsieur le Président, nous avons besoin des décrets. Nous en avons besoin. Je donne juste un exemple. S'il y avait un décret d'application contre tous ces directeurs ou maîtres qui ne veulent pas s'occuper des enfants que nous inscrivons dans leur classe, je crois que le problème serait à moitié résolu. Parce qu'après, il faut la formation des maîtres. Donc, le décret d'application est très, très, très important. J'insiste là-dessus. Merci, madame. Le degré est vraiment important pour cette éducation inclusive. Nous avons un acteur qui est en ligne parce que vous savez que c'est une émission avec nos internautes et vous en plateau. Il est le directeur de l'école des sourds et entendants de Louo. Il est en ligne. Il veut contribuer aussi à ce débat.
Monsieur le directeur, vous êtes avec nous? Oui, c'est bon? Oui, ça peut aller. Vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour votre présence, pour le rendez-vous pris. Vous avez quand même suivi de bout en bout ce débat sur l'inclusion. Et vous êtes le directeur de l'école des sourds de Louo. Dites-nous un peu ce que vous avez à apporter à ce moment d'échange. Merci beaucoup pour ce débat très passionnant. Oui. En fait, l'inclusion, en fait, n'est pas un discours, mais un comportement. C'est ça. L'inclusion, c'est un changement, en fait, de regard envers les personnes handicapées. Vous voyez? Et en fait, qui dit inclusion, dit un chez-soi commun. Qui dit inclusion, dit un chez-soi commun et agréable à vivre. Qui dit inclusion, dit patrimoine commun, ce qui fait l'opposé de l'intégration. C'est ça. Dans une communauté inclusive, la solidarité est de mise. Vous voyez? Et lorsque je prends par exemple le cas de Louo, c'est un cas très pratique de l'inclusion au niveau de l'effectif. Vous voyez, ils sont 612 dans l'établissement, sourds et entendants, 308 entendants et 304 sourds. Vous voyez? Donc on ne dira pas que c'est l'école des sourds, on ne dira pas non plus que c'est l'école des entendants. C'est ça même l'inclusion, comme je le disais, c'est un chez-soi commun, une maison commune à tout le monde. Voilà d'abord ce que j'entends de l'inclusion. Ok. Maintenant, l'inclusion chez nous, c'est encore avoir sur le même banc un enfant sourd et un enfant qui entend. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, ce n'est pas que les sourds sont dans la classe, non. Ils partagent le même banc. Ils se partagent le même banc. L'enfant sourd ici, l'enfant entendant à côté. Ce qui fait que l'enseignant est obligé d'abord de connaître la langue des signes. Oui. Et là, il y a trois systèmes. Vous aurez des classes qui évoluent en binôme. Les enseignants évoluent en binôme, un enseignant sourd et un enseignant entendant. Vous voyez, donc dans ces classes, les deux préparent les fiches ensemble comme s'il s'agissait d'un seul homme. Ce n'est pas que le sourd fait d'abord et l'enseignant après. Non, les deux travaillent ensemble, mais pendant le déroulement, tout se passe comme s'il s'agissait d'un seul homme. Vous voyez, c'est ça l'inclusion chez nous. Alors, il y a des classes où vous aurez un seul enseignant qui parle, comme je vous parle directement, et qui fait en même temps les signes. Et ça permet aussi bien à ceux qui n'entendent pas, et à ceux qui entendent, d'être au même niveau d'information et de formation. Vous voyez, donc l'inclusion est véritablement différente de l'intégration. L'inclusion, c'est, comme je l'ai dit, un chez-soi commun et une maison et de tout le monde. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Je comprends qu'avec vous, l'inclusion est une réalité et c'est possible. Dites-nous, vous encadrez 612 apprenants, entendants et non-entendants. Dites-nous, est-ce que les débuts étaient si faciles selon vous pour y arriver? Vous savez, en toute chose, les débuts sont toujours difficiles. Beaucoup pensaient au départ que, comment on dit, le handicap sensoriel, bien la surdité est même une maladie contagieuse. C'est une maladie. Alors que, vous voyez, il aura fallu beaucoup de sensibilisation pour dire, mais non, c'est un handicap, ce n'est pas une maladie. Il y a même beaucoup de personnes sourdes qui ont fait des témoignages vraiment édifiants. Ils vont à la banque pour des opérations bancaires et les agents bancaires leur disent attention, si une fois que vous avez touché à tel papier là, non, je ne peux plus. Vous voyez, c'est-à-dire, bon. Il aura fallu du temps pour montrer qu'un handicap n'est pas une maladie. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, vous savez, ils sont 308 enfants entendants contre 304 sourds. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les enfants qui entendent ont pris le dessus sur les enfants qui n'entendent pas. Alors qu'au départ, c'était une école pour sourds. Vous voyez, la tendance est aujourd'hui renversée parce que les gens ont compris que, en fait, l'inclusion, c'est un monde merveilleux. C'est un monde où on doit apprendre à rester ensemble, à se comprendre, à cohabiter, à se pardonner. En fait, c'est ça que moi je dis partout, il n'y a pas un monde à part pour ceux qui entendent et un monde à part pour ceux qui n'entendent pas. Dieu a créé tout le monde pour le même monde et on doit vivre ensemble.
Merci, monsieur le directeur. Vous êtes vraiment formidable pour ce témoignage. Selon vous, Dieu a créé tout le monde. Nous avons tous les mêmes droits et nul n'a le droit d'être mis de côté. Madame, vous partagez ainsi mon avis? Bien sûr, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vraiment, comme le dit Raoul Folero. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous vous prions de rester avec nous pour la suite de ce débat sur l'inclusion, qui quand même est un débat enrichissant avec les invités en plateau qui en parlent. Madame, vous avez suivi monsieur le directeur qui disait que dans son école, ils sont 612 apprenants qui quand même, avec cette déficience, quand même, essaient à bien s'en sortir pour une éducation vraiment équitable. Oui. Chez les sourds, il y a des entendants et des non-entendants. Dans d'autres écoles inclusives, comme chez les sœurs, comme chez moi par exemple, nous avons des enfants non handicapés et des enfants handicapés. Et vous savez très bien qu'il y a différentes sortes de handicaps. Et ces enfants qui ont différents handicaps peuvent être mis et doivent être mis dans des classes communes avec des enfants non handicapés. Et c'est un seul maître qui s'occupe, comme dit M. Paul à Boïdou. C'est le vivre ensemble. C'est ça. C'est le vivre ensemble. Pas d'école à part pour les enfants handicapés, pas d'école à part pour les enfants non handicapés. Et c'est là qu'on a une certaine richesse. Mais est-ce que nous avons un bout de temps encore? Parce qu'il y a un aspect de l'inclusion. Il y a un aspect de l'inclusion que nous n'avions pas. Oui. Madame, nous allons y revenir avec cet aspect, mais en attendant, nous avons une vidéo, un élément témoin des enfants quand même qui veulent vraiment que cette loi, cette fameuse loi quand même, que le président de la République nous aide vraiment à prendre les décrets d'application à travers le plaidoyer. Nous allons faire un tour à la régie avec cet élément témoin. Monsieur le Président de la République du Bénin, Athanas Guillaume Talon, les challengers de la chrysalide ont un message pour vous. Nous voulons les décrets d'application pour que nos droits soient connus et respectés. Nous voulons les décrets d'application pour mieux vivre. Nous voulons les décrets d'application pour avoir l'accessibilité. Nous avons des gens qui sont en ligne, qui sont quand même à travers le monde entier, qui nous suivent actuellement. Nous avons en ligne Mme Heke, elle est la conseillère régionale de la Fondation Liliane. Elle appuie fortement cette maison, les sœurs, pour ce combat. Nous allons quand même suivre cette dame pour quand même venir dans ce débat. Mme Heke, vous êtes avec nous. Bonjour madame. Bonjour à tout le monde là-bas. Merci infiniment pour ce rendez-vous qui est pris de votre côté malgré votre agenda chargé. Vous avez quand même tenu parole pour être avec nous sur ce panel sur l'inclusion. Vous avez quand même suivi de bout en bout ces différents échanges de nos panélistes sur l'inclusion. Vous avez certainement un mot à dire ou aussi partager votre expérience de l'autre côté du Pays-Bas. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde et merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont déjà parlé avant moi. C'est ça. Avec tous les beaux messages qui ont été donnés. Je ne sais pas si j'ai beaucoup à ajouter là-dessus. J'avais un petit PowerPoint, je ne sais pas si c'est à présenter. C'est possible de le présenter. Oui, allez-y, madame. Oui, allez-y, madame. Si. OK. Sinon, en tout cas, mon nom c'est Heke Apeldoorn. Je suis à la Fondation Liliane, la conseillère en développement organisationnel et plaidoyer. Oui. Et nous sommes basés aux Pays-Bas. Alors, ça fait plaisir d'être parmi vous à cette distance et quand même pouvoir communiquer avec vous, vous entendre et vous encourager. Merci beaucoup pour l'invitation. Quand on parle de l'inclusion sur le plan international, ce qui revient tout de suite en tête, c'est la Convention internationale des droits des personnes handicapées. C'est une convention internationale qui a été signée par 181 États dans le monde. Alors, c'est la convention
la deuxième convention la plus signée dans le monde. La première convention, c'est la Convention des droits de l'enfant. Et la République du Bénin a signé cette convention et ratifié cette convention en 2012 déjà. Alors, ça fait déjà 9 ans qu'il s'est engagé à cette convention et ce qui est écrit dans la convention. Alors, je voudrais vous lire un seul article de cette convention qui parle notamment de l'inclusion. Et c'est l'article 19 qui parle de l'autonomie de vie et inclusion dans la société. Les États partis à la présente convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit, ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir sur la base de l'égalité avec les autres sur leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et d'y s'insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation. Et finalement, les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres et soient adaptés à leurs besoins. Alors, c'est un engagement que l'État béninois pris et l'État béninois a encore mis ça en opération par la loi numéro 6 de 2017 et portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Et là, dans l'article 4, on dit que les principes de base de cette loi sont le respect de la dignité intrinsèque et l'autonomie individuelle des personnes handicapées, la non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la vie sociale, le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées, l'égalité des chances, l'égalité d'accès, l'égalité entre hommes et femmes, et le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé, et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Alors, c'est ça qui est écrit dans la loi qui a été signée par l'État béninois. Alors, un autre engagement, disons. Quand on parle de l'inclusion, on ne parle pas de l'exclusion. La première image, ce que vous voyez, c'est l'exclusion. On voit la société au milieu et on exclut les personnes handicapées. On peut donner l'exemple malheureux qu'on connaît à des enfants, par exemple, qu'on enferme dans les cages pour ne pas leur montrer dans la communauté. On les enferme, on les attache même des fois. Alors, ce sont des enfants qui sont carrément mis hors de la société, qui n'ont pas contact avec des autres. L'inclusion, ce n'est pas la ségrégation non plus. On met ensemble toutes les personnes handicapées, on les met dans un institut, on les enferme là-bas, on les met ensemble. Et puis nous, dans la société, on vit notre vie. Et l'inclusion, ce n'est même pas, le directeur de l'école l'a dit tantôt, ce n'est même pas l'intégration. On met dans la société les personnes handicapées ensemble. Un exemple pourrait être, par exemple, les OPH, qui sont des organisations de personnes handicapées. Mais les personnes handicapées ont aussi le droit d'être membres, par exemple, d'une organisation de femmes ou une organisation de jeunes, au lieu que de se retrouver uniquement dans des organisations de personnes handicapées. Alors, la prochaine image, c'est l'image de l'inclusion.
où on voit que la personne handicapée est acceptée par la société, est inclue dans la société, mais ce qui demande aussi que la société s'adapte aux besoins des personnes handicapées, que les systèmes changent. Quand on voit l'intégration, le système ne change pas. Ce sont les personnes handicapées qui doivent s'adapter au système. Mais l'inclusion, ça veut dire que le système, l'environnement s'adapte aussi à la personne handicapée. C'est ça qui est très important pour l'inclusion. Pour terminer, quelques messages à emporter que d'autres ont déjà dit aussi. Toute personne est potentiellement une personne handicapée. On peut avoir un accident, on vieillit, en tout cas, on a toujours la possibilité de devenir une personne handicapée aussi. L'inclusion, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit, on l'a vu, c'est dans la loi, c'est dans la Convention. Alors, je ne peux qu'encourager l'État béninois de signer effectivement les décrets d'application. L'inclusion, ce n'est pas un programme non plus. C'est vrai que le SSPH, avec les organisations partenaires, travaille pour promouvoir l'inclusion, mais ce n'est pas ça ne suffit pas. Ce n'est pas uniquement un programme qui peut changer la société, mais c'est un état d'esprit qu'on a besoin. Je ne sais plus qui l'a dit, c'est un comportement dont on a besoin. Et finalement, l'inclusion des enfants et des jeunes avec un handicap a un coût. Et M. Paul parlait de ça, je crois. Il avait une bonne expression que je ne me rappelle pas très bien, mais il disait que quand on enseigne un enfant, c'est un investissement qui se rembourse par après. Parce que ça a un coût, mais si cette personne par après peut travailler, peut trouver un emploi, peut gagner de l'argent et s'entretenir et entretenir sa famille, il coûtera beaucoup moins cher à la société que si on n'allait pas investir à cette personne. Bien, je termine par vous remercier tous et par vous encourager aussi tous dans votre combat, comme Mme Alonso le dit, et aussi de vous féliciter déjà avec tout le bon engagement et toute la mise ensemble de toutes les forces pour vraiment plaider pour l'inclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Heke. Merci pour cette riche contribution. Vous avez été vraiment bien détaillé dans votre contribution. L'acceptation de l'autre, ce n'est pas une faveur, l'inclusion. Quand on parle de l'inclusion, il faut quand même comprendre que c'est un droit pour tous. Il faut une égalité entre personnes handicapées et personnes non handicapées. Merci beaucoup pour votre engagement aux côtés du service des Sœurs pour la promotion humaine pour cette lutte pour une autonomisation des personnes handicapées. À présent, nous avons des milliers d'internautes qui sont en ligne, qui nous écoutent actuellement, qui nous suivent actuellement. Et aussi en salle, nous avons des invités qui sont en plateau, qui ont aussi envie de contribuer à ce débat. Un instant est à vous, chers invités, vous qui avez envie de parler de votre expérience ou des préoccupations par rapport à cette inclusion. Le débat est ouvert et à vous. Vous avez encore la chance quand même de contribuer à ce débat. Si vous avez, c'est pas de l'autre côté, vous avez des gens qui sont avec nous. Monsieur Yves Doku de Équilibre Bénin, Monsieur Martial Azagba de l'ONG Le Laurier, ils sont pleins dans cette salle. Quand même qui ont envie de contribuer à ce débat. Vous avez à présent la parole si vous avez envie de parler. Nous avons un micro qui est à vous, Monsieur Yves. Merci. Merci à tout le monde. Oui. Je crois que c'est un rendez-vous très important. C'est ça. Et ce que moi je voudrais dire, nous avons une population vraiment nombreuse. Et comme vous le savez, il y a les traditions qui sont là. C'est ça. Il y a les pesanteurs sociologiques. Donc, il y a un grand travail à faire déjà à ce niveau. Parce que quand on regarde un peu les manifestations dans la ville, au niveau du transport, au niveau de l'administration, même des services, au niveau des hôpitaux, la vie même au Bénin, les gens ne sont pas encore totalement prêts. Je vous donne un petit exemple. Un enfant qui est atteint d'une infirmité motrice cérébrale,
lorsque sa maman rentre dans un taxi avec celui qui est à côté, prend peur automatiquement. Et parfois, il demande à descendre parce qu'il croit que c'est contagieux. Donc, il faut vraiment sensibiliser la population pour qu'elle soit vraiment prête à accompagner cette inclusion dont nous parlons aujourd'hui. Et c'est un travail à faire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faut vraiment vulgariser cela pour que les gens comprennent que le handicap n'est pas contagieux. C'est ça. Les enseignants, il y a un grand travail qui se fait déjà à ce niveau. Il y a de cela encore 15 ans, 20 ans. Vous ne pouvez pas partir inscrire un enfant aisément dans une école. Ils vous prononcent un nom catégorique. Ils disent que l'enfant handicapé a rien à la classe. Mais aujourd'hui, avec ce travail qui est fait avec les sœurs, avec Handicap International, avec les organisations non gouvernementales un peu partout dans le Bénin, il y a des enseignants qui sont formés et ils sont même aujourd'hui des porte-parole. J'ai connu des enseignants qui ont eux-mêmes des enfants handicapés. Et là, ils ne cessent de parler aux autres que le handicap, on peut quand même le vaincre. On peut accepter des enfants dans les classes et se faire accompagner par les programmes qui sont en cours. Merci. Je me présente, Dr Gervais Martial Mounou. Je suis chirurgien pédiatre et je suis très heureux de participer à ce panel. C'est ça. Parce que moi qui ai eu l'occasion de m'occuper pendant toute ma carrière d'enfant handicapé, je découvre un certain nombre d'aspects ici aujourd'hui qui vraiment me donnent une plus grande ouverture de vue sur ce problème. Si tous les acteurs, depuis l'État, depuis les ONG, ont leur rôle important à jouer dans l'inclusion, moi je voudrais insister sur le rôle de la famille. D'abord la famille nucléaire et ensuite la famille élargie. Parce que je pense qu'on n'insiste pas beaucoup là-dessus. Il y a certains parents qui considèrent qu'un enfant handicapé, il faut le jeter à l'eau, il ne faut vraiment pas s'en occuper, c'est un handicap, ça fait dépenser, etc., etc. Ils se découragent avant même de commencer par faire ce qu'il faut faire pour aider l'enfant handicapé. Donc, moi, je voudrais dire que le rôle primordial, le premier rôle revient à la famille, d'abord à la famille nucléaire. Il faut aimer ces enfants handicapés. Il faut les aimer comme on aime tous les autres enfants. Et je pense que la première chose qui permet à l'enfant de progresser dans ses acquis, c'est l'amour qu'on lui apporte. C'est ça. Il faut que la famille élargie s'investisse également dans cette inclusion. Parce qu'il faut aider la maman. Il faut apprendre, il faut que les mamans comprennent que quand ils ont un enfant handicapé, il faut qu'ils prennent le temps de s'occuper d'eux. Parce que ce n'est pas rare de trouver des mamans qui ont un enfant handicapé, qui 1 an, 2 ans après ont un deuxième enfant, un troisième enfant. Enfin. Merci. Ce qui fait que... Oui. Ce qui fait que ils s'investissent moins. La dernière chose que je voudrais dire, c'est vrai, en plus je l'ai remarqué, je le constate, je pense que les progrès de l'enfant handicapé sont plus importants dans une classe inclusive que dans une classe qui est spécialement réservée aux handicapés. Je crois que c'est une très mauvaise chose. Il faut qu'ils soient avec les autres enfants, il faut qu'ils vivent avec les autres enfants, qu'ils voient, et que les autres enfants aussi voient comment il faut s'entraider dans ce progrès mutuel. Qu'est-ce que l'enfant handicapé peut leur apporter et qu'est-ce qu'eux-mêmes ils peuvent apporter à l'enfant handicapé. Je vous remercie. Merci, docteur, pour votre contribution. Merci. Nous faisons un grand coucou à ce programme, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui est aussi dans cette salle, qui quand même est aussi engagé pour la cause des personnes handicapées. Le PNUD était bien représenté, ils sont encore dans cette salle pour ce débat. Nous avons des internautes qui sont en ligne, qui nous écoutent actuellement, qui ont envie de participer à ce débat. Nous avons des contributions. Allô, si quelqu'un... Allô, monsieur? Oui, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous nous recevez par ici? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, le père Éric Okenke, missionnaire rédemptoriste depuis le Burkina Faso. Merci à vous, Abbé. Merci pour votre position d'écoute depuis le Burkina, le pays des hommes intègres. Vous avez envie de participer à ce débat? Oui, je tiens à dire merci à chacun et à tous pour cette conférence. C'est ça. Et mon apport
Nous ne devons pas abandonner les enfants parce que ce sont nos enfants. C'est ça. Nous devons les accepter et les accompagner parce que Dieu même a dit, laissez venir à moi les enfants. Et je tiens à dire merci à chacun et à tous. Ici, notre mission, ce n'est pas facile. Et les enfants sont rejetés. Il faut être dans le centre pour mieux comprendre les choses. Après 2 ans d'expérience, nous avons un centre ici à Ouaga. Et il faut vraiment accompagner ces enfants. Il faut aussi la participation active des parents dans cette tâche noble. Que Dieu nous donne la grâce à prendre à cœur que ce ne sont pas des enfants rejetés de Dieu, mais que ce sont des enfants qui ont les mêmes droits, les mêmes priorités que nous tous. On ne choisit pas d'être handicapé, on ne choisit pas, mais c'est une grâce et on doit les accompagner. Que Dieu nous donne cette grâce et nous donne cette force. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Abbé. Merci pour votre contribution à ce débat. Nous vous remercions infiniment pour avoir consacré votre temps pour nous, pour quand même suivre ce débat. Merci de rester encore avec nous pour la suite de ce débat. Nous avons encore des gens qui sont en ligne. Si vous avez envie de contribuer à ce débat, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur cette plateforme. En salle, nous avons encore des invités. Nous avons une préoccupation, une dame qui aussi a envie de contribuer à ce débat. Madame, vous êtes avec nous. Il va vous présenter à nos invités pour quand même apporter votre contribution à ce débat. Bonjour à tous. Oui. Donc moi c'est Bénédicte Arouchenou. Je représente le bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies. Alors tout ce que je voulais apporter au débat, c'est que au Bénin, il y a déjà une conscientisation et il y a un travail qui a commencé depuis un bon moment et ce travail doit se poursuivre. Comme on a dit tout à l'heure, les décrets doivent être adoptés et la mise en œuvre doit se poursuivre. Je remercie tous les acteurs qui interviennent parce que nous sommes aussi en train de faire ce travail avec le système des Nations Unies pour faire un autre projet. On avait déjà eu un projet pour faire avancer les droits des personnes handicapées. Et on est en train d'élaborer un autre projet dans ce cadre-là. Et tous les acteurs, ils sont impliqués. Donc les organisations des personnes handicapées, le secteur privé, les bénéficiaires même, les parents des personnes handicapées. Et je pense que c'est très important d'impliquer le premier cercle de la personne handicapée, qui sont les parents, pour qu'on puisse savoir qui est la personne handicapée. Sinon, les actions ne peuvent pas être prises si on n'arrive pas à identifier les personnes handicapées. Donc, moi, je pense que le travail a déjà bien commencé et le travail se poursuit. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment pour votre contribution. Merci infiniment pour ce que vous faites à travers votre organisation, le système des Nations Unies pour le développement, pour cette cause des personnes handicapées. À présent, nous sommes au thème de ce premier panel, un panel riche en couleurs, riche en événements et riche aussi en débats, avec les différentes contributions de part et d'autre quand même pour l'inclusion des personnes handicapées. Vous avez compris, vous avez quand même cerné la notion qu'il faut pour une inclusion digne du nom. Les personnes handicapées sont des personnes qui ont quand même le même droit que les personnes non handicapées. Madame, vous n'allez pas me dire le contraire. Et aussi, nous sommes dans une société où tout le monde, quelle que soit la déficience, nous avons le même droit pour quand même former une société inclusive. À présent, c'est la fin de ce débat, de ce panel sur l'inclusion. Nous allons quand même revenir dans un instant pour cette deuxième rencontre de débat sur l'emploi des personnes handicapées avec d'autres panels qui sont déjà en salle. Merci infiniment, vous qui êtes de l'autre côté de vos différentes plateformes. Merci d'être encore avec nous pour cette suite de débat pour l'inclusion des personnes handicapées. C'est ceci à travers cet échange avec le service de la promotion humaine. Merci infiniment à vous et dans un instant, nous allons revenir avec l'autre débat.